Donc je déclare ouvert ce quatrième conseil municipal donc, de cette mandature. Nous avons à désigner un secrétaire de séance. Je vous propose, comme traditionnellement, notre Benjamin en la personne de M. Charpentier, qui accepte avec enthousiasme cette lourde tâche. Donc, je vous en remercie. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de Mme Reculot à M. Charpentier. Elle nous rejoindra peut-être en cours en cours de conseil municipal, puisqu'elle a un conseil d'école. Pouvoir de Mme Parpaillon à Mme Simonet. Pouvoir de M. Caillé à M. Bonin. Pouvoir de Mme Bourguignot à M. Nolot. Et pouvoir de M. Dedieu à Mme Sureau. Nous avons approuvé un procès-verbal, celui du conseil municipal du 28 avril 2014. Y a-t-il des remarques ? Non, donc je le considère comme adopté. Nous allons avoir une première tâche qui est celle de l'élection, le tirage donc, du jury d'assises. On va faire comme d'habitude, si vous en êtes d'accord, donc faire un tirage par un petit logiciel qui nous donne aléatoirement la page et la ligne donc, de la liste des... Je voudrais avoir pardon. On est bien à 0, donc vous voyez, vous avez 24 personnes donc, qui sont désignées. S'il y a des personnes qui sont empêchées pour une raison ou pour une autre, on en tire donc 10 autres. Vous avez donc les pages qui s'affichent donc sur la troisième colonne et la ligne de cette page donc ensuite. Donc on fait le tirage. Donc voilà, hein, il est donné de manière aléatoire par l'informatique. Donc c'est, par exemple, sur la première ligne, la page 768, ligne 2, et ainsi de suite. Donc je vais donner à Madame Tessier ce résultat, et elle nous donnera tout à l'heure donc les noms. Et j'en profite, puisqu'elle est là derrière, pour la remercier et la féliciter pour tout le travail qu'elle a donné donc, ces derniers temps avec les différentes élections, qui a été donc très lourd et qui a été mené donc, de main de maître. Voilà, donc... je vous remercie. Le temps de tirer cette chose-là et nous allons pouvoir continuer l'ordre du jour. Donc merci bien. Nous allons pouvoir donc passer à la première délibération donc, de ce conseil municipal, qui est la continuité donc, d'un dossier que vous connaissez bien, qui est celui du plan local d'urbanisme, la révision générale numéro 1. Et nous allons traiter de l'arrêt. Ceci va être présenté conjointement par M. Gachet et par Mme Sarrazin du cabinet SCE. Là aussi, je voudrais juste faire un petit arrêt pour remercier Mme Sarrazin du travail avec un très grand professionnalisme qu'elle a mené pour ce dossier, sachant qu'elle va quitter le cabinet SCE pour d'autres activités. Je voudrais lui exprimer ma reconnaissance et la reconnaissance de tous pour ce travail qui a été un travail mené avec vraiment beaucoup de professionnalisme. Voilà, je laisse la parole peut-être à Mme Sarrazin en premier. Ce plan local d'urbanisme, c'est une procédure qui a été initiée en 2012, sur laquelle, avec l'ancienne municipalité, nous avons travaillé assez longtemps. Il y a eu un certain nombre d'étapes, les unes officieuses, les autres officielles, qui ont permis de construire ce projet, avec, pour ce qui est du conseil municipal, un débat qui avait eu lieu sur les grandes orientations du projet. Ce débat a été fait en octobre 2013. Donc, depuis cette date, on a poursuivi la procédure de révision avec en particulier la continuité sur la concertation, notamment avec une réunion publique et puis une exposition, en sachant que la concertation, c'est un processus qui est ininterrompu pendant l'ensemble de la procédure de révision, mais qui avait donc fait l'objet de 2 temps particuliers pour caractériser un petit peu plus les échanges, si c'était souhaité par la population. En ce qui concerne les travaux qui ont été exécutés sur ce projet de PLU depuis le débat en conseil,
il s'est agi de donner des traductions d'un point de vue réglementaire à chaque orientation de projet. Donc ces traductions sont intervenues sur un certain nombre de thématiques. On a en particulier sur l'habitat, des secteurs qui avaient été délimités au PADD pour permettre d'accueillir des opérations de logement. Donc certains dans la ville, dans des terrains déjà constructibles, d'autres en extension d'urbanisation, l'ensemble permettant d'assurer des besoins qui ont été calculés pour une dizaine d'années à venir, en n'étant pas tout à fait certains évidemment, puisque dans les projections qui sont fixées, il ne s'agit pas d'être à tout prix exact, mais au moins d'être suffisamment prospectif pour pouvoir mettre en face des disponibilités foncières suffisantes. Alors en ce qui concerne les disponibilités foncières, on avait depuis 2008 un PLU qui permettait de disposer de beaucoup de secteurs potentiels que nous avons réduits. Ça, c'était déjà un premier axe qui avait été mentionné lors du débat, chose qui a été suivie d'effet sur le plan de zonage, puisqu'il y a plus d'une soixantaine d'hectares qui ont été retirés des secteurs d'urbanisation future. Sur cette soixantaine d'hectares, il y en a 70% qui étaient dédiés à l'habitat et le reste qui était pour de l'activité. Donc voilà l'effort consenti sur ce qu'on nous demande en termes de limitation de consommation foncière et qui est important sur ce PLU. D'autres caractéristiques sur ce projet sont la systématisation d'orientation d'aménagement pour tout secteur de projet, que ce soit sur l'habitat ou l'activité. À chaque fois qu'il y aura une opération future, elle aura dans le dossier de PLU un certain nombre de prescriptions et de recommandations qui viendront l'encadrer. Après, il y a des politiques et des axes qui sont plus sur la continuité, notamment en termes de densité. Il y avait déjà eu un effort précédemment. Cet effort, il est accentué puisqu'on nous demande toujours plus de densité. Donc, dans ce PLU, si on passe d'une densité de 15 à une densité de 18 logements à l'hectare à peu près. En termes de mixité sociale, vous aviez déjà des prescriptions au règlement pour fournir des logements sociaux à chaque fois qu'une opération d'habitat d'importance se réalisait. Ça, c'était demandé dans les zones d'urbanisation future. Ça va être demandé dans tout secteur qui porte une opération d'ensemble et qui est soumise à des orientations d'aménagement. Voilà, donc des choses un peu généralisées. Il y a un volet économique qui est important, avec la nécessité de maintenir du potentiel pour pouvoir continuer d'accueillir des entreprises et de l'emploi, en sachant qu'on était conscient que la période était peu propice à faire beaucoup de projections, mais qu'il faut quand même conserver du foncier, c'est important. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait dans ce nouveau projet, essentiellement en appui sur la zone de Sébastopol et puis surtout le secteur d'entrée est de la ville, vers l'Argélique, la Ferme-Neuve, Belleville, etc. Et puis, par contre, une diminution des réserves foncières plutôt sur le secteur du réto, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on met à urbaniser un peu moins de surface qu'auparavant. Toujours sur le volet économique, une recherche d'équilibre entre le commerce du centre et le commerce en zone d'activité. Au niveau du règlement, ça passe par des restrictions en zone d'activité où on ne peut pas faire du commerce de petits détails, de toute petite surface en tout cas. Si on veut créer du commerce de détail en zone d'activité commerciale, on peut, mais à partir de 300 mètres carrés de surface de plancher. Et puis, du côté du centre-ville, on a protégé un certain nombre de linéaires de rues où les commerces sont les plus représentés. Je pense notamment à la rue Clémenceau. Donc, le long de ces linéaires, les commerces ne peuvent pas évoluer vers de l'habitat. Voilà. Donc ça, c'est une mesure forte pour pouvoir maintenir une dynamique dans le centre. Dans le volet économique, vous retrouvez aussi le volet agricole qui est toujours important dans les PLU sur des territoires ruraux où on a encore de la valorisation par les activités primaires. Là, c'était plus un travail de toilettage, on va dire,
pour faire attention à ce que chaque exploitation dispose de droits dans sa zone de référence. Donc ça a été fait en concertation avec les exploitants qui ont bien participé. Donc voilà, travail d'ajustement. Et puis, vous avez d'autres mesures d'accompagnement, mais qui sont importantes. Je pense notamment à tout ce qui est déplacement, où dans les PLU, on a souvent des indications, soit sous forme de recommandations, soit sous forme de prescriptions, pour attirer l'attention des porteurs de projets sur la nécessité à respecter les accès tels qu'on les conçoit pour les futures opérations, que ce soit pour l'habitat ou l'activité, à faire en sorte de développer aussi les liaisons douces pour assurer de la perméabilité dans la ville. Et puis, bien évidemment, pour assurer les grands ouvrages, vous avez un contournement nord qui a été démarré il y a déjà un certain temps, qui n'est pas achevé. Donc là, le PLU prévoit toujours de le rendre possible pour qu'il soit achevé. Voilà, donc globalement, un dossier qui, je dirais, sur ses points forts, a une action importante sur la limitation de la consommation foncière et qui, pour beaucoup, est dans la continuité d'actions déjà engagées et qui nécessite de poursuivre le travail. Au niveau du règlement aussi, alors là, ça intéresse peut-être un peu moins de monde, mais une volonté de simplification de certaines règles. Et puis d'assouplissement, je pense notamment à des quotas de stationnement qui parfois peuvent être bloquants. Donc on a fait attention, tout en ne détricotant pas complètement ce qui existait déjà. D'une part parce que nous avons sur le centre urbain, en ce qui concerne le patrimoine, des choses très cadrées du fait de la protection de ce patrimoine. Et aussi parce que chaque règle, à chaque fois qu'elle est refondue, il faut un certain temps pour pouvoir en visualiser l'effet. Donc c'est plus intéressant et plus prudent d'y aller progressivement plutôt que d'avoir des changements brutaux qui changent complètement la façon de gérer les espaces dans une ville. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'arrêt du PLU, c'est-à-dire que je vais relaisser la parole à Monsieur le maire pour faire le bilan de la concertation et vous soumettre le projet au vote. Derrière, vous aurez une phase administrative, donc le travail ne s'arrête pas aujourd'hui. Cette phase administrative permettra de récupérer des avis officiels de la part des personnes publiques associées et aussi, bien entendu, de mettre le dossier à enquête publique, ce qui est important pour la population et attendu certainement. Voilà, je vous remercie. Bien, merci Madame Sarrazin. Avez-vous des questions à poser? Oui, Monsieur Nolot. C'est pas spécialement des questions, mais on va pas refaire le débat. Nous étions contre certaines choses qui ont été dites dans ce PLU. Donc nous voterons contre ce plan local d'urbanisation concernant entre autres la place du port et la piscine, le déménagement de l'école du centre à la place de la piscine. Par contre, nous sommes tout à fait d'accord sur la protection du centre-ville, des commerces de centre-ville et le développement de la zone du Réto. Ensuite, c'est votre PLU, on y a participé, on a eu peu d'attention. Pardon. Donc nous ne referons pas le débat ce soir, mais nous voterons contre. Bien, je vous remercie. D'autres interventions? Non. Donc, Monsieur Gachet. Oui, mais je crois que presque tout a été dit par Madame Sarrazin. On a bien compris que ce soir, ce que l'on arrêtait, c'était les demandes du PLU. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de demandes, mais il faudra qu'après, ce soit transmis aux personnes publiques associées et une délibération reviendra devant le conseil municipal et c'est qu'au bout de 3 mois après, si ces délibérations sont acceptées, que le PLU sera entériné. Voilà. Donc, oui, comme tout a été dit, je vais seulement vous lire peut-être la fin de la délibération quand même, hein, puisque aucune observation de nature à remettre en cause les orientations du PLU n'a été relevée par le commissaire enquêteur et que, donc, comme je l'ai dit, le PLU est prêt à être transmis aux personnes publiques associées. Alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, pardon, décide de tirer le bilan de la concertation
décide d'arrêter le projet de plan d'urbanisme de la commune de Luçon tel qu'il est annexé à la présente, décide de saisir l'autorité environnementale en vue de requérir son avis sur l'évaluation environnementale du PLU, décide de saisir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, décide de saisir la commission départementale et de la consommation des espaces agricoles, précise que le projet de plan local d'urbanisme sera communiqué pour avis au préfet, aux services de l'État, aux personnes publiques associées, et enfin aux personnes publiques consultées, aux maires des communes environnantes, aux présidents d'établissements publics, etc., etc. Les présidents des associations agréées et des associations locales d'usagers agréés en application des articles L121.5 du Code de l'urbanisme pourront en prendre connaissance à la mairie s'ils le demandent. Conformément à l'article L123.18 alinéa 2 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant 1 mois. La présente délibération, accompagnée du projet de plan local d'urbanisme, sera transmise à Monsieur le Préfet. Et vous avez les annexes qui sont derrière. Bon, on ne va pas les lire, je pense que vous en avez pris connaissance. Mais il s'agit surtout de développer et diversifier l'habitat, de répondre aux besoins des activités économiques, d'assurer l'évolution des équipements, consommer le foncier en fonction des projets, en renforçant la densité, améliorer les déplacements, renforcer les qualitatifs des projets en améliorant les entrées de ville et prendre en compte les enjeux environnementaux en introduisant les objectifs de Natura 2000. Bon, ça résume un petit peu, en gros, mais je vous laisserai prendre connaissance, si vous ne l'avez pas fait, des 3 annexes qui sont joints. Voilà, merci Monsieur Gachet. Je rappelle juste que, pour répondre à Monsieur Nolot très rapidement, il n'est mis nulle part dans le PLU la construction de la piscine sur le port et le transfert de l'école. Ça, ce sont des projets qui sont permis par le PLU, mais je le dis parce que le vote est global, donc qu'on soit bien d'accord sur le but. J'ai bien entendu, mais sur le but de la délibération, qui n'est pas en fait les questions qui sont opposées par vous. Hein. Donc je tenais à le préciser. Voilà. D'autres interventions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 23 voix pour, 6 voix contre. C'était contre, hein? C'était pas ça. Oui, c'était 6 voix contre. D'accord. Donc deuxième délibération, mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet pour le quartier du port. Je redonne la parole à M. Gachet et à Mme Sarrazin. Donc, merci. Bien, alors effectivement, en ce qui concerne le projet du port, alors plus largement le réaménagement du quartier du port, cela a fait l'objet d'une procédure particulière. Donc c'est pour cela que ça ne fait pas partie des axes purement de projet de la révision générale du PLU. Pour ce réaménagement, dont l'objet est d'intérêt général, puisque cela concerne de l'équipement public et des aménagements publics. La procédure qui a été requise, c'est celle de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet. Donc c'est une procédure qui n'est pas peut-être très connue aujourd'hui, mais qui commence à être de plus en plus utilisée dès lors qu'on est sur un projet d'intérêt général. On a monté un dossier pour permettre pleinement le réaménagement de ce quartier qui, pour mémoire, était autrefois classé en zone urbaine et puis avait fait l'objet d'un déclassement en zone naturelle, en comprenant bien que c'était assez artificiel puisqu'il s'agit d'un espace qui a été complètement artificialisé, qui n'a rien d'une zone naturelle. Donc, de façon à pouvoir accueillir les équipements sans avoir de blocage particulier, il était important de pouvoir le mettre en zone urbaine, ce qui a été fait. Le projet a été présenté aux personnes publiques associées, parmi lesquelles les services de l'État, l'architecte des bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement, etc.
Cette présentation s'est faite au mois de novembre avec des avis favorables. À la suite de quoi nous avons soumis le dossier à la commission départementale de la nature, des sites et des paysages, dont l'avis a été favorable, relayé par le préfet de la Vendée au mois de janvier, fin janvier. Et étant donné que nous sommes sur une commune qui comprend un site Natura 2000, même si le projet ne touche pas le site Natura 2000 directement, nous étions dans l'obligation, comme c'est le cas d'ailleurs pour la révision générale du PLU, de faire une évaluation environnementale. Ce rapport d'évaluation a été transmis à l'autorité environnementale par une saisine officielle, à laquelle l'autorité environnementale a répondu au mois de février avec un avis qui, là encore, a permis de continuer, avis favorable. Donc vous avez eu une enquête publique du 3 mars au 4 avril, sur laquelle le commissaire enquêteur, après avoir analysé les questions, les requêtes, a rendu un avis favorable. Et il est donc proposé ce soir de passer ce dossier à votre vote pour approbation et déclaration du projet. Voilà, merci Madame Sarrazin. Avez-vous des questions, des remarques? Non? Donc je donne la parole à Monsieur Gachet. Oui, mais tout a été dit là aussi à peu près. Hein, donc là, on concerne bien la délégation de projet du quartier du Port. Et cette déclaration de projet a permis d'accélérer le processus. Sinon, nous aurions été obligés d'attendre la fin du PLU à la fin de l'année. Donc là, ça nous a permis de gagner un petit peu de temps. Comme je l'ai dit, les choses ont été expliquées. Vous avez avec vous, devant vous, toutes les procédures qui ont été faites. Hein, tout a été fait en bonne et due forme. La déclaration de projet, vu le code de PLU de Luçon, vu le code de l'urbanisme, vu le code de l'environnement, vu les réunions qui ont été faites avec les personnes publiques associées, vu l'avis favorable du président du parc interrégional du Marais Poitevin, vu la délibération du conseil municipal du 18 décembre, vu l'avis favorable de la CDNPS, vu la décision du président du tribunal administratif de Nantes, également l'arrêté du 11 février 2014, vu l'avis favorable de l'autorité environnementale. Le déroulement de l'enquête publique, ça a été dit, a été fait du 3 mars au 4 avril et il y a eu un avis favorable sans aucune réserve de l'enquêteur public. Donc la commission d'urbanisme a donné son accord avec une voix contre. Et donc il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, qu'il décide d'approuver la mise en compatibilité du PLU tel qu'il est annexé à la présente délibération, déclare le projet de réaménagement de la place du port d'intérêt général, dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois et d'une mention dans le journal diffusé dans le département, conformément aux dispositions de l'article L123-24 du Code de l'urbanisme, dit que le PLU mis en compatibilité est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la préfecture, autorise M. le maire à signer toutes les délibérations afférentes à ce dossier et dit que la présente délibération deviendra exécutoire dans un délai d'1 mois suivant sa transmission au préfet si celui-ci n'a notifié aucune modification à apporter au contenu du plan ou, dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces modifications. Après l'accomplissement de la dernière de ces mesures de publicité visées ci-dessus. Donc là, contrairement à la présente délibération, c'est la dernière étape. Cette délibération ne reviendra pas devant le conseil municipal, puisque là, si nous votons pour, nous allons l'entériner, et donc chacun pourra commencer déjà à choisir son maillot de bain. Voilà. Voilà, je vous remercie. Et je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 23 voix pour et 6 voix contre. Je vous en remercie. Et je remercie à nouveau Madame Sarrazin pour le travail qu'elle a fourni et les résultats qu'elle a obtenus. Merci beaucoup. Merci. Très bien, nous allons passer donc, si vous le voulez bien, à la 3e délibération.
itinéraire cyclable entre Talmont, Saint-Hilaire et Luçon, convention d'autorisation de travaux de signalisation et d'entretien entre le département de la Vendée et la commune de Luçon. La parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire informe qu'un itinéraire cyclable va être aménagé par le département entre Talmont-Saint-Hilaire et Luçon dans le cadre du programme Vendée Vélo. Sur notre commune, cet itinéraire reliera la piste cyclable du canal de Luçon et le Mingros en passant par le chemin du communal, route des Guiffettes, le chemin de la Corsière, puis de Chanteloup, traversée de la rue de Gaulle, le boulevard Saint-Exupéry et le chemin rural des Religieuses, qui s'en va vers les Maniles. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 21 mai, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le parcours de ce projet d'itinéraire cyclable entre Talmont-Saint-Hilaire et Luçon et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, notamment la convention entre le département de la Vendée et la commune de Luçon. Voilà. C'est un parcours de 68 km. Vous avez les annexes qui sont derrière, et qui disent que la commune autorise le département à réaliser les travaux, que le département assurera l'entretien de la signalisation directionnelle et que la commune continuera d'entretenir les chemins et voies empruntés par l'itinéraire cyclable comme c'était jusqu'à maintenant. Voilà, des remarques ou des questions? Oui, Monsieur Nolot? Juste une petite question, enfin, une petite remarque, c'est étonnant que les travaux aient commencé avant que nous ayons pu voter cette délibération. Ils ont commencé les peintures. Oui, ils ont commencé les peintures. Les marquages sont faits. Oui, bah ça arrive de temps en temps quand les délibérations nous arrivent tardivement. Il faut que ça coïncide, donc voilà. Il vaut mieux prendre de l'avance que du retard. D'autres remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Quatrième délibération, dénomination du nouveau giratoire route de Fontenay. La parole est à Monsieur Gachet. Le giratoire situé sur la route de Fontenay-le-Comte, à la hauteur du nouveau magasin Leclerc, reste à dénommer. La commission de l'urbanisme réunie le 21 mai 2014 propose giratoire entre Plaine et Marais. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 21 mai, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le nom de giratoire entre Plaine et Marais et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. Donc voilà, c'est un nom qui est choisi parce que ce rond-point se situe effectivement entre la Plaine et le Marais. Il sera, je pense, bientôt aménagé d'une manière assez belle, disons. Et on fera ça l'année prochaine. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Cinquième délibération, collège Le Sourdy, transfert de propriété. La parole est à Monsieur Gachet. Alors, lors de la réunion du 12 décembre 2008, la commission permanente du Conseil général s'est prononcée favorablement au lancement de la procédure de transfert de propriété des collèges publics. Considérant que les biens immobiliers des collèges appartenant à la commune peuvent être transférés en pleine propriété au département à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties, et que lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit à sa demande et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. Considérant que le collège Le Sourdy est situé route des Sables et que cette propriété est cadastrée comme suit. Vous avez les parcelles qui sont devant vous. Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 21 mai 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, abroge la délibération du B0446-08 du 4 avril 2012 et accepte le transfert gratuit des parcelles cadastrées 746 et 749, y compris les bâtiments, d'une surface totale de 14 817 m², 6 Plaine du Sourdy, du département de la Vendée, et autorise monsieur le maire à signer tous les documents s'y afférents. Si on annule la précédente délibération, c'est parce que le contour ne tenait pas compte d'une issue de secours qui aurait été bloquée. Donc il a fallu redécouper un petit peu. C'est vrai qu'on a pris du retard.
Et là, on ne parle bien que des parcelles 746 et 749 pour 14 520 mètres carrés. Donc là, ce sont les parties en haut qui sont concernées. Le gymnase reste propriété de la ville. Voilà, des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Nous avons à parler d'assainissement avec le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement année 2013. Je vous rappelle que de telles délibérations n'appellent pas un vote, mais juste dire qu'on a pris connaissance donc de ce rapport. La parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'il est nécessaire de présenter un rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. Il invite donc l'Assemblée à prendre connaissance du document joint en annexe concernant l'exercice 2013. Rapport du maire sur le prix et la qualité du service assainissement. Ce document est mis à disposition du public en mairie de Luçon. Les commissions d'urbanisme et finances n'ont pas pris acte car elles n'ont pas eu la connaissance du rapport au moment des commissions. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal prend connaissance du rapport du maire sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement pour l'année 2013. Alors, le rapport, il ressemble beaucoup à celui de l'année dernière. On ne va peut-être pas le commenter totalement. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que ce rapport, la municipalité a reconduit à compter du 1er janvier 2015 l'exploitant de la SEUR. À partir de 2015, la SEUR va continuer à exploiter pour une année de 12 ans. Vous avez la page suivante, bon, là, le nombre d'usagers, les volumes facturés, ça peut être un petit peu intéressant. L'évolution du nombre d'abonnés est irrégulière, on le voit là en 2012. Je sais pas, mais il faut peut-être qu'on voit nos chiffres parce que 2011 on avait 5317, 2012 5125. 2013, on est parti à 5318. Je pense qu'il faudra qu'on revoie 2012. Il y a peut-être bien une petite erreur, mais c'est pas grave. Sinon, le reste, bon, c'est que des choses que vous pouvez découvrir. À la page, je ne sais pas quelle est la page, mais on peut parler du prix quand même. En 2011, au mètre cube, on était à 2,16 €. En 2012, 2,24 €. En 2013, 2,25 €. En 2014, on va passer à 2,33 €. Et l'augmentation est due en grande partie à l'augmentation de la TVA qui va passer de 7 à 10%. Et donc on a quand même une certaine stabilité. Bon, rien d'autre. Voilà, avez-vous des questions particulières, Monsieur Nolot? Non, juste des remarques. Il me semble que Géotude, c'est la première fois qu'ils font un rapport sur l'assainissement, non? C'était la SEUR? Tous les ans. Tous les ans? C'est obligatoire. Voilà. Donc, c'est la première fois que je vois. Bon, c'est pas moi qui m'en occupais la dernière fois, donc on avait un spécialiste. Mais il me semble qu'il est moins élogieux que d'habitude. Juste une remarque, il me semblait que M. Gachet nous avait dit que toutes les maisons étaient raccordées depuis peu sur le secteur. Il semble a priori qu'en 2013 nous soyons qu'à 96%. Donc il y a encore des maisons qui doivent l'être. Alors, j'ai dit que toutes les maisons qui étaient raccordables étaient raccordées. Il y a une différence entre raccordables, ouais. Parce qu'il y a à peu près 80 ou 100 maisons sur Luçon qui se trouvent dans des écarts qui pour l'instant ne sont pas dans le zonage d'assainissement. Bon, peut-être qu'elles seront raccordées un jour, mais à ce jour elles ne sont pas raccordables. C'est pour ça qu'on n'est pas à 100%. Autre remarque, bon, on peut se satisfaire évidemment du prix qui n'augmente pas hormis la TVA et du gain de 100 000 €, donc ça c'est un point positif. Il me semble par contre que sur la notation d'indice de connaissance de la gestion patrimoniale des réseaux de collecte et des eaux usées n'est pas très bon puisqu'il doit être égal ou supérieur à 40 points. Et nous sommes qu'à 26. Il semble que sur plusieurs paramètres, il pointe le fait que la SEUR ne communique pas certaines données. Je trouve ça étonnant que la SEUR ne communique pas, devrait être obligatoire. Si je prends le caractéristique des indicateurs de service assainissement, ils n'ont pas les chiffres.
C'est la première fois que je vois autant de remarques, plutôt, si c'est pas négative, interrogative. Donc je suis assez étonné quand même. Mais si c'est la première fois que vous le lisez, c'est normal que vous les découvriez. Hein, c'est bien. Hein, belle intelligence, monsieur Gachet. Normal. Hein, bon. Et puis, s'il y a quelques points positifs, eh bien, on va demander à la sœur qu'elle les corrige. Voilà. Je vous fais confiance. Il faut me faire confiance. Alors sur les plans de recollement, je vous parle quand même un petit peu techniquement. On a globalement sur les réseaux dans cette ville des gros problèmes de plans de recollement, surtout sur les anciens réseaux, puisqu'il n'y avait aucun plan de recollement qui a été fait. On a commencé réellement à les mettre en place que depuis une vingtaine d'années. Et tout ce qui est ancien, quelquefois, on tombe dessus d'une manière assez aléatoire. D'où le fait que de temps en temps, c'est vrai, on n'a pas toutes les données telles que vous l'avez signalé tout à l'heure, mais c'était bien antérieur, donc en particulier l'intervention de la SOR donc, sur la ville. Voilà. Avez-vous d'autres interventions? Donc vous êtes d'accord, on a pris connaissance de ce rapport. J'aimerais seulement qu'on rajoute un S à « elles n'ont pas eu connaissance », hein, car elles n'ont pas eu connaissance, donc si j'avais un S ici, ce serait bien. Donc, non, vous l'avez repéré? D'accord, merci. Donc, 7e délibération, installation d'infrastructures et de recharge pour les véhicules électriques et hybrides IRVE. La parole est à Monsieur Gachet. Bon, alors là, donc, vu les dispositions du Code général, vu l'arrêté préfectoral, vu les statuts du SIDEV, on va passer tout ça. Considérant que l'État a fait du développement des véhicules décarbonés une priorité importante de sa politique de réduction des gaz à effet de serre et que le véhicule électrique constitue une opportunité verte incontournable pour notre pays, considérant qu'un livret vert a été élaboré avec pour ambition de constituer un guide destiné aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre de leurs projets, considérant que le SIDEV a pris le parti d'engager un programme de déploiement d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce, à travers un maillage harmonieux et cohérent sur son territoire présenté dans le schéma directeur susvisé. Considérant que l'étude réalisée par le SIDEV a fait ressortir la commune de Luçon comme un territoire propice à l'installation de ce type d'équipement sur les sites suivants, place Leclerc et place des anciens abattoirs. Considérant que les travaux d'installation par le SIDEV requièrent une participation de la commune en application du schéma susvisé et des règles financières du SIDEV approuvées par son comité syndical et dont les modalités sont précisées dans le projet de convention relative aux modalités techniques et financières pour l'installation d'une IRVE annexée à la délibération. Considérant que la maintenance de l'exploitation d'une IRVE par le SIDEV requiert une participation de la commune en application du schéma susvisé et des règles financières du SIDEV approuvées par son comité syndical et dont les modalités sont précisées dans le projet de convention relative aux modalités techniques et financières pour l'exploitation et la maintenance d'IRVE annexée à la délibération. Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de recharge du SIDEV et permettre à ce dernier d'obtenir les financements mis en place par l'État sans appel à manifestation d'intérêt confiée à l'ADEME, il convient de confirmer l'engagement de la commune sur sa participation financière et s'engager sur la gratuité du stationnement sur les véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement avec ou sans dispositif de recharge en surcharge ou en ouvrage géré directement par l'activité pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose des bornes. Voilà. Donc on considère que 2 bornes doivent être installées sur le domaine de Luçon. Considérant en conséquence qu'il doit établir entre le SIDEV et la commune une convention aux modalités techniques et financières pour l'installation de cette IRVE, une convention relative aux modalités techniques et financières et une convention d'occupation du domaine public. La commission d'urbanisme et des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
et approuve à peu près tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les travaux d'installation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides au lieu susvisé autorise Monsieur le maire à signer la convention relative aux modalités techniques et financières pour l'installation d'une IRVE dont le projet est annexé à la présente délibération, autorise Monsieur le maire à signer la convention relative aux modalités techniques et financières pour l'exploitation et la maintenance d'IRVE dont le projet est annexé, autorise Monsieur le maire à signer la convention d'occupation du domaine public, s'engage à verser au SIDEV la participation financière due en application de la dite convention, s'engage à verser au SIDEV chaque année la participation financière annuelle au coût de maintenance et d'exploitation des IRVE en application des règles financières approuvées chaque année par le comité syndical du SIDEV, s'engage à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement avec ou sans dispositif de recharge en surface ou en ouvrage géré directement par la collectivité pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne, inscrit chaque année les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat à Monsieur le maire pour régler les sommes dues au SIDEV. Voilà, vous avez les conventions qui sont à la suite. Et en termes financiers, vous avez trois conventions, hein, une pour les modalités techniques et financières, une pour l'exploitation et la maintenance et une pour la convention d'occupation des sols. Alors, en ce qui concerne l'implantation de ces 2 bornes, pour la ville, il y aura un coût de 3 025 € pour les 2 bornes. Et il y aura aussi une maintenance. La première année, la maintenance sera de 780 €. Elle devrait être moins élevée les années suivantes. Voilà, tout est dans les délibérations. Tout est là pour lire les annexes. Non ? Des remarques ou des questions, Monsieur Nolot? Non, on nous a juste demandé quel serait le coût pour les utilisateurs, parce qu'on n'en a jamais parlé. Vous avez Pour dire tout à l'heure, les utilisateurs, bon, le SIDEV n'a pas encore fait ses tarifs. Les utilisateurs paieront par carte prépayée. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura des cartes prépayées qui seront à la disposition des utilisateurs et à ce moment-là, bon, les gens paieront, mais on n'a pas encore les tarifs. Sachant que, comme on l'a dit tout de suite, le stationnement de ces véhicules sur la commune, lui, sera gratuit. On ne va pas faire payer le stationnement de véhicules. Et il y a un coût pour la commune, bon, qui est faible ou important, tout dépend comment on le voit. Mais je pense que c'est un geste pour l'environnement. Il est intéressant aussi de doter le centre-ville de tels équipements. D'autres remarques ou questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 8e délibération, lotissement communal Michel Moy, modification du prix pour 4 lots numéros 32, 33, 34 et 35. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire rappelle la délibération du 4 décembre 2012 relative au lotissement Michel Moy, qui a modifié les critères d'attribution des lots pour la première tranche. Compte tenu de la conjoncture économique et afin de relancer l'achat patrimonial, il est proposé que la ville prenne en charge sur le prix de vente la somme de 10 000 € pour chacun des lots numéros 32, 33, 34 et 35. Les prix de vente TTC seraient les suivants pour les 4 lots de la première tranche. Donc le lot 32, 36 300 €, il resterait à payer à l'acquéreur 26 300 €. Pour le 33, 35 500, donc 25 500 pour l'acquéreur. Pour le 34, 35 600, 25 600 pour l'acquéreur. Et le lot 35, 42 100, 32 100 donc pour l'acquéreur. Le versement de la partie du prix de vente par la ville sera effectué dans le mois suivant la signature de l'acte authentique de vente de chaque lot. Vu l'avis favorable avec 6 voix pour et 1 voix contre de la commission de l'urbanisme du 21 mai 2014, vu l'avis favorable avec une abstention de la commission des finances du 27 mai 2014, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, retient les prix de vente énumérés pour les 4 lots de cette tranche, énumérés plus haut. Contrairement à l'article 2 du règlement, ces lots ne peuvent être réunis pour une seule acquisition par un même acquéreur, même si une seule construction est concernée. Et autorise Monsieur le maire ou moi-même
a signé toutes les pièces afférentes à ce dossier. Et je n'ai qu'un regret, c'est que ce ne soit pas Monsieur Grelot, qui a été à l'initiative de cette demande, qui lise cette délibération. Avez-vous des remarques ou des questions, Monsieur Lolo? Oui, déjà juste, il y avait une erreur. Il n'y a pas eu d'avis contre à la commission urbanisme, c'était une abstention. On l'avait signalé la dernière fois. D'accord, abstention. Voilà. Donc concernant le lotissement Michel Moy, nous nous réjouissons donc de cette participation et de la baisse du prix du terrain. Je crois que ça fait descendre le terrain à 60 € le mètre carré, je crois. Donc la seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'on nous l'avions demandé dès le départ d'avoir un prix significatif pour attirer de nouveaux propriétaires sur ces parcelles. Après, l'autre question qui nous pose souci, c'est le fait que ces 4 terrains seront vendus à environ 60 € le mètre carré. Comment vont être vendus les autres terrains derrière s'ils reviennent à 82 € le mètre carré? Voilà. Est-ce qu'un futur propriétaire acceptera d'acheter un terrain à 82 € alors que les premiers ont été vendus à 40? Vendons déjà les 4 premiers, on verra après ce qu'on fera. Oui, enfin la question est posée quand même. Oui, alors il faut savoir que pour répondre à votre question, sur 4 autres terrains à 80 et quelques euros, on a déjà un acquéreur. Pour ce qu'on appelle les maisons abordables, etc. Donc c'est une... Pauvre bateau, là. Vous avez quelqu'un parce qui... que vous faites 4 terrains à 60 €, vous n'avez pas d'acheteur, et sur les terrains à 80... Oui, parce qu'il y en a déjà un qui est en promesse dessus, oui, et c'est pour faire ce qu'on appelle les maisons abordables derrière, donc, qui sont subventionnées, et donc les gens sont intéressés. Voilà. Ah voilà, un constructeur. Alors justement, en rebondissant sur les constructeurs, on avait vu qu'il y avait eu des appels à lotisseurs. J'aimerais savoir, j'avais déjà posé la question, au niveau du règlement interne de ce lotissement, on avait indiqué que l'on voulait des primo-accédants et des jeunes ménages. Le fait de donner à des lotisseurs garantira-t-il derrière le fait que ce soit des primo-accédants qui achètent et des moins de 38 ans? On avait revu les critères, d'ailleurs, on les avait... Donc le lotisseur sera obligé... Ça a été la première démarche qu'on ait faite, de revoir les critères pour que ce soit un petit peu plus accessible. Et la deuxième, c'est celle-là. Mais les critères, bien évidemment, resteront les mêmes pour les primo-accédants. C'est le but du lotissement. Oui, même pour le lotisseur. Oui, ce que je vous disais, c'est que c'est pris par un lotisseur, pris par un constructeur pour pouvoir faire des maisons abordables, donc qui sont ouvertes, bien entendu, à la population dont vous venez de parler. Voilà. Ok. D'autres remarques? Non? Donc je soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Avant de passer à la 9e délibération, je vais vous donner le résultat du tirage au sort du jury d'assises. Donc, nous avons Madame Prou, épouse Ovinet, Anne, Madame Babin, épouse Boiliveau, Joël, Monsieur Debure, Didier, Monsieur Pénaud, Joël, Madame Rabillet, Anaïs, Monsieur Moussion, Guillaume, Monsieur Bernard Simonet, Madame Moinard, épouse Gatté, Juliane, Monsieur Mingot, Edmond, Madame Sicard, épouse Mandin, Yolande, Monsieur Brodet, alors Brode ou Brodet, Bernard, Madame Mandin, épouse Thomas, Monique, Madame Moquet, épouse Chéniaud, Monique, Madame Guilbeault, épouse Véco, Marie-Bernadette, Monsieur Bogert, Michel, Madame Piard, épouse Ségura, Colette, Madame Damour, épouse Mallet, Marie-Claude, Madame Chabiron, épouse Bachelier, Maryse, Madame Gasté, épouse Sazarinck, Marie-Françoise, Madame No, épouse Bigot, Marie-Claude, Madame Thureau, Sonia, Madame Candé, épouse Vénière, Christine, Monsieur Lenour, Gaëtan et Monsieur Girard, Nicolas.